Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir encore 30 minutes pour pouvoir débriefer un petit peu cette actualité brûlante du football européen avec les championnats qui ont repris, mais aussi avec la Coupe d'Europe qui reprend demain, mercredi et jeudi. Donc une très très grosse semaine pour Buonasera Calcio. Alors oui, c'est bon. Bienvenue, merci d'être là. Ce soir, on va aborder deux petits thèmes. Alors deux, trois petits thèmes. Encore une fois, bien sûr, je suis tout à fait disponible pour parler d'autres choses si vous souhaitez. On va parler du championnat italien. Alors bien sûr, ça va être lié, ça va être mixé avec la Champions League. Pourquoi ? Parce que hier, il y avait un très très gros match en Serie A. Il y avait le Milan qui recevait la Juve et je commence à pouvoir tirer un petit peu des leçons de ce Milan et j'avais envie de les partager avec vous. Donc voilà. Ensuite, hier, il y avait aussi un match très compliqué pour l'OL qui recevait Clermont à la maison et encore une défaite. L'OL est dorénavant la dernière équipe à ne pas avoir gagné de match pendant ce championnat de Ligue 1 2023-2024. Ils sont bons derniers du championnat, 18e. Donc ça commence à être très inquiétant. Et donc je pose cette question. L'OL il va tout droit. D'ailleurs, c'est pas une question, c'est plutôt une injonction. Donc voilà. Et puis le troisième petit point, bien sûr, c'est un petit peu pour se projeter sur la journée de Première Ligue, la journée de Champions League qui va se dérouler à partir de demain, après-demain, et puis peut-être aussi sur certains matchs de Ligue Europa dont vous voulez parler. Donc voilà, on commence comme ça. Alors déjà, je vais revenir un petit peu, on va commencer par le Milan. Pourquoi ? Parce que Milan, mercredi, rencontre le Paris Saint-Germain à Paris, pour le premier des deux matchs aller-retour que Milan et Paris vont jouer au cœur de cette phase de poule de Ligue des Champions. Vous savez que le troisième match est toujours un peu un match aller-retour. Il est souvent charnière parce que vous recevez, vous vous déplacez et vous recevez ensuite le même club. Et souvent, à la fin de ces deux confrontations, il y en a un des deux qui est éliminé. Donc voilà, ça qualifie pas forcément l'autre, mais très souvent il y en a un qui est éliminé. Vous regarderez, mais c'est souvent comme ça que ça marche. Donc voilà, donc là effectivement ce sont deux matchs charnières. Je pense que ce sont les deux meilleures équipes sur le papier du groupe entre Milan et le Paris Saint-Germain. Même s'il n'y a pas une différence complètement abyssale entre Newcastle, Dortmund, Milan et le Paris Saint-Germain, on l'a vu, vu que Paris a pris une espèce de méga roost chez les Magpies, à Saint James Park, c'est ça que je voulais dire. Et au JCRM, bonsoir, merci d'être là, bonsoir à tous. Je fanfaronne pas pour hier soir, j'ai vu une purge monumentale, oui c'est vrai. Je sais pas si t'étais dans le même état qu'Allegri, qui en a arraché sa veste, sa cravate et tout. Il était complètement dingo quand ils étaient à 11 contre 10 et qu'en fait, si j'ai bien compris, il demandait à ce que la Juve joue la largeur pour écarter les lignes du Milan qui étaient un petit peu forcément en sous-nombre, et aussi qu'ils essayent de faire jouer rapidement pour essayer de perturber le bloc du Milan et créer donc un déséquilibre, parce que forcément à un moment donné, quand vous jouez à 10 contre 11, il y a toujours normalement un joueur qui est tout seul, et puis là la Juve l'a pas trouvé, et je pense qu'Allegri avait très peur de se prendre un contre, mais bon. Allegri, oui, il faisait un one-man show hier soir, il était plus coach, ouais c'est clair, il a pété un plomb. Bon après, Allegri, il a toujours eu cette réputation, on l'appelait le fou, je crois, quand il était joueur, si je me souviens bien, et effectivement, même en tant qu'entraîneur, il a toujours été très très chaud. Voilà, je pense qu'il se contient énormément pour pas péter un plomb, mais quand il était joueur, on l'appelait le fou. Je crois qu'il avait pris pas mal de cartons rouges et tout. Enfin, c'était un sacré numéro. Bref. Quoi qu'il en soit, revenons-en à nos moutons. Le Milan hier donc recevait la Juve comme match, on va dire, préparatoire à son triptyque qui est quand même assez infernal, parce que donc c'est Juve là, mercredi donc Paris Saint-Germain et le week-end prochain Naples. Donc c'est quand même sportif, on va pas dire que excusez-moi.
On va pas dire que ça va être une période simple pour le Milan. Et c'est vrai que pour moi, c'était un test, ce qui se passait hier, personnellement, parce que la seule grosse équipe que le Milan a rencontrée depuis ce début de saison, c'est, pour ma part, c'est l'Inter, et le Milan a pris une correction sans nom, 5-1, enfin bref, ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé au Milan de prendre une correction comme ça contre l'Inter. Et puis, bon, alors les matchs contre Dortmund et Newcastle, je vous ai dit ce que j'en pense. Je pense que Milan est supérieur à ces deux équipes-là, donc 2-0-0. Bon, déjà, c'était pas brillantissime, mais bon, c'était pas non plus infamant. Mais là, pour moi, le deuxième vrai sommet d'un club qui, pour moi, joue le titre en Serie A, parce qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe et qu'ils ont un effectif qui est très très étoffé, même si, bon, là, il y a des blessures, des suspensions, et puis, oui, des suspensions, on va dire, sportives, mais aussi administratives, avec Fagioli, par exemple. Donc oui, ils n'avaient pas un effectif complet hier soir, surtout en défense, mais effectivement, pour moi, la Juve, c'est le club avec l'Inter qui doit concurrencer Milan pour le titre, parce qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année. Et en l'occurrence, ils ont encore failli. Alors, pas techniquement, parce que je pense qu'à 11 contre 11, je vois pas la Juve gagner, parce qu'ils ont quasi rien fait pour gagner, en fait. Même la frappe de Locatelli, sans la rentrée catastrophique de Krunic, il n'y a pas but. Et c'est vrai que Krunic qui pour moi avait vraiment gagné sa place. J'avais fait des éloges de Krunic dans Buenos Aires Calcio. Hier soir, il fait une rentrée, mais catastrophique. Tout ce qu'il fait, je crois qu'il n'y a pas un truc qui réussit, même pas une passe à 2 mètres. Donc c'est vraiment compliqué. Alors, ça confirme, à 11 contre 11, jamais on gagne ou on fait nul. Oui, je pense, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment le 10 contre 11 qui a fait en sorte que la Juve a marqué. Puis même après, ils étaient quand même assez stériles. De toute façon, c'était quand même pas un match très très ouvert hier. Alors c'est sûr que ça a tué complètement l'histoire. Il y a eu l'action de Giroud, mais ça a tué complètement l'histoire pour le Milan, le carton rouge. Mais ce carton rouge, et puis les petits bras que j'ai vus au milieu de terrain de Reinders, et même en attaque, de Pulisic, etc., en fait, avant qu'il sorte à cause du carton rouge de Thio, mais en fait, ça m'a fait avoir une réflexion sur le Milan de cette année. C'est un Milan talentueux, jeune, surprenant, parce que très honnêtement, après les départs de Tonali et de Ibrahimovic, je me disais que ça allait être un petit peu compliqué. Pas de remplaçant en numéro 9, ça s'est vu, Jovic, quand il est rentré, c'est assez neutre. Alors Okafor, c'était plutôt pas mal, mais bon, on a 2 blessés, Okafor et Chukwueze, donc pas de rentrée possible. Moi, le truc qui m'importe, qui m'inquiète, en fait, c'est que ce Milan n'a pas de vécu, on va dire, comment dirais-je, de difficultés ensemble. Pour l'instant, le groupe est talentueux. Quand il rencontre une équipe qui est moins forte objectivement qu'elle, style Genoa, style... je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être toutes les équipes de Serie A, même les 2 clubs de Rome. Pour moi, c'est pas du tout du niveau vraiment top Serie A en ce moment. En tous les cas, alors est-ce que la Lazio peut y arriver? Oui, je pense. La Roma, ça me semble beaucoup plus difficile, parce que beaucoup plus limité. Mais on a gagné contre les 2 clubs de Rome, mais c'était pas des matchs difficiles. C'était des matchs où Milan était au-dessus. Première à dernière minute, ils étaient au-dessus. Tous les matchs qu'on a gagnés, là, les 7 victoires et 2 défaites. Donc on a 7 victoires contre des clubs un peu lambda, et 2 défaites contre les 2 gros clubs qu'on croise. Et ça, et pareil, les 2 matchs de Ligue des Champions qui sont contre des clubs un petit peu quand même, déjà d'un calibre supérieur, on domine, mais on marque pas. On n'arrive pas à gagner. On a un vrai problème de finition dans ces matchs-là. Et donc, je pense que la pensée que j'ai, c'est les limites du nouveau Milan. C'est ça que je titre. C'est les limites mentales pour l'instant. Ce groupe n'a pas de vécu, n'a pas de caractère. Et dès qu'il a en face de lui une montagne supposée être un petit peu haute, ou en tous les cas potentiellement supérieure à lui, il n'arrive pas à se sortir, on va dire, de cet état, se sublimer et marquer des buts. Alors Giroud commence à faire son âge et ça se voit, on n'a pas de numéro 9, parce que Okafor n'est pas un numéro 9.
Jovic est un espèce de remplaçant fantomatique. Donc ça commence à se voir. Et effectivement, JCRM qui dit Giroud devait être le leader sur le terrain. Malheureusement, ce n'est pas dans sa nature. Oui, c'est un leader, on va dire, par l'exemple, Giroud, mais c'est pas un leader charismatique comme pouvait l'être Ibrahimovic, qui réussit à galvaniser complètement un vestiaire. Donc effectivement, je pense que là, demain, pas demain, mercredi. Mercredi, pour moi, c'est un vrai test pour le Milan New Look 2023-2024, pour voir s'ils sont capables d'aller chercher la Serie A. Vont-ils réussir à faire une très belle prestation, aboutie, à Paris. Alors, c'est vrai que le Milan d'hier, on leur retire quand même 30% de leur capacité défensive, hein, avec Théo Hernandez et Mike Maignan. Mirante, c'est quand même c'est pas génial, quoi qu'il fait pas un mauvais match. Hein, franchement, sur le but, il y peut pas grand-chose. Et puis, il fait deux ou trois très beaux arrêts, donc j'ai rien à lui reprocher. Mais il ne dirige pas la défense comme Mike Maignan peut le faire, et surtout, il n'a pas cet impact sur le jeu de meneur de jeu derrière la défense, hein, comme j'aime bien l'appeler. Et puis alors Théo Hernandez, Florenzi est bien gentil, mais aucun apport sur le plan offensif. Et défensivement, Florenzi, c'est quand même un petit peu limité. D'ailleurs, il se fait prendre dans son dos sur la passe de je crois que c'est Weah, Timothée Weah, qui est d'ailleurs un petit peu chanceuse, parce qu'en fait, c'est lui qui fait faute. C'est cette faute qui amène la passe vraiment très très bien ajustée pour l'attaquant de la Juve, et Thio qui s'accroche malheureusement, et ça c'est la même chose, hein, c'est aussi un manque d'expérience. Je pense qu'il aurait mieux valu prendre un but, et je pense pas d'ailleurs qu'il ait marqué, honnêtement. Donc, parce qu'il était bien excentré, honnêtement, je pense pas qu'il marque. Mieux valait le laisser partir peut-être, et peut-être même prendre un but que d'être à 10 contre 11, honnêtement. Donc ça aussi, c'est des choses qui s'apprennent. Thio est jeune, et malheureusement, pour l'instant, le Milan paye un petit peu son inexpérience et son manque de vécu ensemble, en fait. Son double arrêt est incroyable à Mirante, ouais, effectivement, franchement, dans les pieds de Vlahovic, très très bon. Et pour un quadra, il se lève bien. Et Keane, marquer un but, faut se lever tôt pour voir ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis, je suis désolé, je vais boire un petit truc, parce que là, comme vous le voyez, j'ai, je sais pas, une hirondelle dans la gorge. Voilà, ça va aller mieux, magnifique. Donc oui, effectivement, Keane marquait un but, faut se lever tôt. Donc c'est dommage que Thio l'ait pas laissé partir, en fait. Tant pis, vas-y, pars. Après, il aurait peut-être centré et trouvé quelqu'un, mais j'avais l'impression qu'il était vraiment tout seul et que c'était Tomori qui allait revenir en premier. Mais bon, voilà. Écoute, on ne saura jamais. Pour moi, le match contre Paris est crucial dans l'avancée du Milan. Si ce match contre Paris à Paris n'est pas réussi, et quand je dis réussi, c'est un bon gros match nul, un partout ou 2-2, c'est très très bien, ou même 0-0, mais honnêtement, ce serait bien que Milan marque un but. Tout autre résultat que ça, ou une victoire, mais là, j'y crois pas forcément, serait pour moi vraiment un marqueur d'une équipe qui manque de caractère, parce que je pense très sincèrement que intrinsèquement, Milan n'a rien à envier au Paris Saint-Germain. On a une superstar, pareil que Léao, pour moi, fait des différences tout aussi impressionnantes que celle de Mbappé. On a un milieu de terrain qui est probablement supérieur à celui du Paris Saint-Germain. La défense, si elle est complète, avec Calabria, Théo et Tomori et Thio, avec Mike Maignan derrière, je pense que c'est supérieur à la défense du Paris Saint-Germain. Il n'y a que peut-être en numéro 9 où Gonzalo Ramos, peut-être, et encore je suis même pas sûr, est supérieur à Giroud. Et à droite, très honnêtement, Pulisic, Chukwueze, mais en l'occurrence ce sera Pulisic, est supérieur pour moi à Dembélé. Donc j'avoue que je suis pas inquiet. Pour moi, intrinsèquement, on est meilleur que le Paris Saint-Germain. Maintenant, ça veut pas dire qu'on a le même vécu que le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont des joueurs très expérimentés, et ça fait la différence en Ligue des Champions. Donc voilà, on verra bien. On verra demain. Très décevant hier, Léao. Après, les bons points pour la Juve, quand même, on peut essayer d'en trouver. Déjà, première chose, c'est Rabiot, qui pour moi est le meilleur. Je pensais pas dire ça un jour de Adrien Rabiot, mais pour moi, depuis très longtemps, depuis bien une saison, et puis le début de cette saison-là, est probablement le meilleur Juventini, vraiment, très clairement. Sans lui, il ne se passe strictement rien au Milan, à la Juve.
Locatelli qui a été quand même relativement influent avec il a bien dirigé le jeu avec des belles transversales. A priori, ça lui a fait très très plaisir de marquer contre son club formateur. J'étais très ravi de voir ça. Et ça, c'est le petit clin d'œil. Généralement, on se tait quand on marque contre son club formateur, parce qu'il a fait exactement la même célébration contre la Juve, qui est soi-disant son club de cœur de quand il était bébé, qu'il aime depuis toute la truc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour ses débuts, il avait marqué un but extraordinaire contre la Juve avec le Milan je sais plus si c'était en championnat ou en Supercoupe d'Italie. Je crois que c'est en Supercoupe d'Italie que Milan gagne d'ailleurs. Donc bref. Quoi qu'il en soit, voilà, Locatelli, plutôt pas mauvais. Et puis, nous, en stream, on n'a pas capté sur le moment ses pleurs à Locatelli. Ouais, je sais pas. J'ai pas... Alors là, je te dis, déjà, sa joie m'a déjà voilà, suffisamment gonflé. Voilà, je pense que c'est bien de marquer. Après, t'es peut-être pas non plus obligé de partir comme si c'était le but de ta vie en finale de Coupe du Monde, alors que tu joues contre le club qui t'a formé pendant des années, quoi. Mais bon, bref, c'est comme ça. Donc oui, Locatelli, plutôt pas mauvais. Après, devant, c'est quand même pas terrible. Kostic, c'est toujours très très stérile. Il l'appelle la machine à centrer, c'est la machine à mettre des ballons là où il y a personne. Honnêtement, c'est pas une machine à centrer. Enfin bon, bref. À droite, bah écoute, c'est pas Jojo. Keane, franchement, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on a encore au milieu de terrain? Timothy Weah, ils sont un petit peu. Oui, alors voilà, dans l'axe c'est pourri, t'as tout à fait raison avec Milik. Timothy Weah, moi je trouve qu'il a bien mouillé le maillot, honnêtement, c'était bien, mais après c'est pas génial, Timothy Weah, c'est quand même pas du Fury Class, on en est très très loin, c'est plutôt du 5e classe que du Fury Class. Et puis en défense, bon, Gatti a fait du Gatti, c'est-à-dire je suis un déménageur, bon bah voilà, rien de spécial. Et puis les autres, rien ne m'a vraiment impressionné. En revanche, j'ai trouvé l'arrêt de Chesney très 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 impressionnant sur la frappe de Giroud, parce que franchement toute l'action était magnifique, la passe de Leao, le petit appui remise juste avant, etc. Le contrôle de Giroud est magnifique, la frappe est parfaite, elle part pile poil dans le petit filet, et Chesney fait un arrêt extraordinaire, il faut quand même le dire. Après il en fait un ou deux autres sur des situations vraiment un peu marquantes, quoi. Donc non, pas mal Chesney aussi. Voilà. Puis Allegri, bon. Allegri a fait du Allegri, on en a parlé. Alors, oui, on en parle de Milik, un fantôme en attaque, absolument. Et où l'arrêt sur Giroud, sur l'arrêt sur Giroud, on était choqués. Ouais, non, il est extraordinaire, l'arrêt de Chesney. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà un petit peu pour ces limites du Milan. J'avoue que j'ai pas passé une super soirée, mais bon, c'est comme ça, on peut pas être heureux tout le temps. Donc voilà, ça ne me fera que savourer la prochaine victoire. On va passer au deuxième sujet si ça vous va, sauf si vous voulez parler d'autre chose. L'OL, il va tout droit. Je voulais faire un petit point Ligue 1 parce que c'est vrai que c'est quand même assez surprenant ce qui se passe avec l'Olympique Lyonnais. Un président qui prend pas vraiment la mesure de la situation. Après le match, on lui demande est-ce que vous commencez à penser à la Ligue 2 ? Il dit mais non, jamais. Une équipe qui joue comme nous, ça descend jamais en deuxième division partout en Europe, etc. Alors je pense qu'ils regardent pas les matchs, déjà, première chose, parce qu'en fait ils ont concédé énormément d'occasions contre Clermont. J'ai regardé le résumé, je me suis pas infligé le match, mais j'ai regardé le résumé et c'était spectaculaire. Donc déjà ça c'est la première chose. Et effectivement, moi je suis plutôt inquiet parce que je trouve que le niveau de jeu est vraiment pathétique de l'OL. Alors ils ont eu quelques occasions en fin de match, mais franchement ça va pas combler la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais bon, bref. Donc voilà, moi je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'ils me font penser énormément aux Girondins de Bordeaux sur
sur leur parcours. C'est-à-dire un club dont on est quasi sûr qu'ils descendront pas, qui est multiple champion de France, qui a quand même une surface financière qui est raisonnable, avec des joueurs qui sont bien connus, et puis finalement, on n'en parle pas, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, il est trop tard. Et là, j'ai bien l'impression qu'on arrive au moment où il est trop tard pour l'OL. Donc ils en sont déjà à leur deuxième entraîneur. Il y a des rumeurs que j'ai entendues aujourd'hui à la radio qui disent que ça y est, de toute façon, Grosso est déjà sur la sellette, que les joueurs n'y croient plus et pensent que c'est une pompe à vélo. Et donc c'est très inquiétant pour l'état de l'OL. Donc voilà, moi vivement le barrage Lyon-Saint-Etienne, on dit dans les commentaires. Oui, tout à fait, franchement ce serait génial. Textor qui promet du lourd lors du mercato hivernal, il va piller son club de Botafogo, c'est juste ça. Et enfin le vestiaire, on aurait marre de Grosso, ouais, absolument, c'est ça qui se dit. Effectivement, et Textor qui promet du lourd, oui, je sais pas quel lourd il promet, parce que le gros souci, c'est que qui de lourd va envie de venir. Décidément, je suis désolé, j'ai attrapé froid ce week-end, donc voilà, je tousse beaucoup. Oui, qui aurait envie de venir à Lyon dans cet état-là, alors que vous êtes un joueur réputé? Franchement, il faut que vous soyez un joueur réputé au bout du rouleau si effectivement tu as envie de venir à Lyon. Donc c'est pas forcément les meilleurs qui vont venir. Donc voilà, moi je suis vraiment circonspect, et John Textor qui doit encore 300 millions d'euros pour l'achat de l'OL groupe. C'est pas avec un club en Ligue 2 qui va réussir à trouver l'argent, et c'est ça qui m'inquiète. En fait, c'est pas trop qu'ils aillent en Ligue 2, ça, encore ça va. Le gros souci, c'est que économiquement, s'ils vont en Ligue 2, les revenus sont vraiment drastiquement différents en Ligue 2, et potentiellement, en fait, ils vont faire faillite, quoi. Et là, ce serait pas drôle, parce que le problème, c'est que l'actionnaire n'a pas les moyens. Et il y a même des actionnaires qui veulent partir, en fait. Donc voilà, c'est compliqué. Soi-disant, les 2 Brésiliens qui vont arriver sont bons, ils sont sélectionnés chez les A. Ouais, écoute, on verra. Mais bon. Après, un Brésilien, on sait aussi que t'arrives au mois de janvier du Brésil, parce que ça, John Textor n'est pas au courant de ça. Mais le Brésilien moyen, on va dire, joueur de Brésilien qui a joué au Brésil toute sa vie, il n'a jamais connu de match de foot avec une température inférieure à peut-être 22 degrés, je pense, un truc comme ça. Je pense que chez lui, vraiment, quand il fait froid, il fait 18, un truc dans le genre. Ça veut donc dire que tu vas les faire jouer au mois de janvier à Lyon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en plein centre de la France, avec un climat continental. Donc probablement je me souviens, tous les Brésiliens le disent, les premiers matchs en hiver, ils hallucinent. Surtout qu'ils sont souvent transférés au mois de janvier, parce que les saisons sont inversées au Brésil. Donc pour eux, leur fin de saison, c'est le mois de janvier. Donc ils ont vraiment du mal à s'adapter. Tous les plus grands Brésiliens qui sont passés par la France, les Ronaldinho, Rai, Juninho, etc., le disent. C'est super difficile pour eux de s'adapter. Donc en parlant faillite, je vais faire un hors-sujet, mais Schalke, ça sent pas bon du tout. Un grand club qui risque de disparaître à Marseille, on connaît ça, les Brésiliens. Oui, absolument. Soi-disant bons. Oui, oui. Oui, ces derniers temps, les Brésiliens soi-disant bons, ça fait quand même un sacré paquet que vous empilez. Que ce soit en défense ou en attaque, c'est la fête. Pardon. Donc oui, effectivement. Schalke, malheureusement, Schalke 04, en fait, ils n'arrivent pas à se relever. C'est dramatique, parce que c'est quand même un club absolument et définitivement mythique qui quitterait le grand cirque du football. Alors, c'est un peu comme Strasbourg quand ils ont déposé le bilan, même si je peux pas comparer la taille de Strasbourg et Schalke, mais Schalke probablement renaîtra de ses cendres, mais en division très très inférieure, et puis mettra le temps qu'il faudra pour revenir. Exactement pareil que Strasbourg, quand ils sont repartis en National 3, je crois. Et puis voilà, ça fait quand même maintenant 5-6 ans qu'ils sont en Ligue 1, ils ont d'ailleurs participé à une Coupe d'Europe, donc voilà, ils sont revenus, ils ont rebâti sur les cendres de leur club, et des fois tu es obligé de passer par là, en fait, pour assainir définitivement le club, de tous les dirigeants, de tous les joueurs un peu néfastes que tu traînes avec des contrats à rallonge, etc. Tu déposes le bilan, merci, tout le monde s'en va,
puis tu repars à zéro. Alors c'est peut-être ça le salut pour Schalke 04, j'espère en tous les cas. Et pour l'OL, je sais pas si c'est ça, mais peut-être. Mais en tous les cas, c'est sûr que là, la descente aux enfers pour les supporters lyonnais. Moi, je parlais de ma traversée du désert avec le Milan entre 2012 et puis donc 2022, 10 ans. Là, c'est vrai que depuis le dernier titre de champion de France de l'OL, c'était dans les années 2000, on est en 2023 et ça ne fait que aller de mal en pis. Au moins avant, il participait toujours à la Champions League. Puis ensuite, ils faisaient même des bonnes prestations en Champions League. Puis ensuite, ils ont commencé à participer à l'Europa League. Ils faisaient des bonnes prestations. Puis ensuite, ils ont commencé à participer à l'Europa League, mais plus faire de bonnes prestations. Puis ensuite, ils ont arrêté de participer à l'Europa League. Puis maintenant, ils n'arrivent même plus à se qualifier pour l'Europa League de tous les temps. Et là, carrément, ils en sont à on joue la relégation. Donc là, c'est chaud. C'est heureusement quelque chose qui ne m'est pas arrivé avec le Milan. Enfin, en tout cas, de mon vécu, parce que forcément, le Milan était en Division 2 dans les années 80. Mais je n'étais pas encore milanista à l'époque. Donc je peux comprendre, ça doit piquer. Comme disait Olas, Lyon joue l'Europe à Saint-Etienne, ça la joue, mais sur PlayStation. Bah oui, maintenant c'est le retour du karma. Ce qui serait marrant, c'est que Lyon et Saint-Etienne, Lyon descende quand Saint-Etienne remonte. Enfin bon, là ça a l'air d'être mal barré, mais franchement ce serait cool. Donc voilà, ce serait vraiment le karma et ce serait vraiment drôle. Donc bref, on verra bien. J'ai rien contre Lyon, hein, mais quitte à ce que ce soit drôle pour la petite histoire, c'est le seul gros derby qu'on a en France, ce serait drôle que les deux clubs se croisent. Alors, comme tu le dis d'ailleurs, hein, dans un barrage, mais là, le problème c'est que tu sais déjà que le match ne se termine pas. Donc ça sert à rien. Il y a envahissement de terrain, il y a bagarre, il y a tout ce que tu veux, parce que le problème c'est que c'est le seul derby qu'on a, mais malheureusement, c'est un derby de gens pas très très intelligents. Je suis vraiment désolé de le dire, hein, parce que j'adore la ferveur qu'il y a autour de Saint-Etienne, mais honnêtement, ils rendent pas service à leur club. Hein, c'est bref. Enfin, voilà. Mais sinon, à part ça, c'est un très beau derby. Voilà un petit peu pour l'OL. Écoutez, on va terminer avec la journée de Champions League, si jamais ma voix ne me lâche pas au milieu. Pour demain, j'ai retenu deux matchs qui m'intéressent vraiment. Bon, allez, trois peut-être, parce que je suis français, mais surtout deux. Déjà, Galatasaray, Bayern Munich. Parce que moi, Galatasaray m'intrigue depuis le début de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Galatasaray, pour moi, c'est vraiment un club qui est très bien construit. Une équipe qui est très bien construite cette année. Peut-être pas un club, faut pas déconner. Enfin, je veux dire, parce que le truc, c'est qu'ils construisent toujours un petit peu avec des vieilles gloires, avec... Enfin, voilà. Mais là, cette année, je trouve qu'ils ont un bel effectif qui est bien balancé entre des Turcs et... Enfin, des Turcs, non, je veux dire, des gens qui viennent de Turquie, des joueurs turcs donc, et en même temps des joueurs qui viennent un petit peu d'ailleurs, comme par exemple bien sûr leur attaquant argentin. Alors je vais y arriver, non, mon ordinateur, voilà, ça c'est bien ça. Je sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez, mais effectivement j'ai un petit problème de réseau, donc je pense que ça devrait quand même fonctionner. Voilà, tout à fait. Oui, tout va bien. Et c'est très très gentil. Merci beaucoup au JCRM d'avoir répondu. Voilà, donc effectivement, Galatasaray, c'est un club qui pour moi est très bien construit, hein, avec un bon équilibre entre des joueurs qui viennent de l'extérieur et qui amènent de la plus-value et aussi une vraie identité turque. Donc, et puis ils ont fait aussi un super match contre Manchester United, donc ça c'est déjà notable. D'ailleurs c'était un magnifique match, je sais pas si vous l'avez regardé, mais un très très beau match. Et donc je pense que la Galatasaray Bayern va valoir son pesant de cacahuètes à 18h45. C'est rare d'avoir un beau match comme ça à 18h45. En plus avec l'ambiance bien sûr de Galatasaray. Donc franchement je pense que ça va être un très beau match. Celui-là m'intrigue. Et puis après, franchement, si je devais choisir derrière, le numéro 2, ce serait probablement Arsenal-Séville, enfin Séville-Arsenal, parce que un grand d'Europe et puis un club qui revient en Coupe d'Europe. Donc voilà, ça m'intéresse. 21h, je pense que ce sera celui-là qui m'intéresse. Après, le Lens PSV Eindhoven, c'est vraiment de la curiosité, c'est pour voir si Lens a bien digéré ses récents exploits européen, parce que là le PSV c'est dur,
mais c'est pas clinquant, donc on verra bien. Et puis après, je suis pas sûr qu'avec Union Berlin-Naples, on s'amuse vraiment, ni avec Braga-Real. Inter-Salzbourg, peut-être, ça peut être sympa. Ouais, Inter-Salzbourg, peut-être. Bon, ça c'est pour demain. Pour mercredi, pas grand-chose à se mettre sous la dent, excepté le groupe du Paris Saint-Germain et du Milan. Hein. Honnêtement, le Newcastle-Borussia Dortmund va être très très sympa. Et le Paris Saint-Germain, Milan, bien sûr. Après, tous les autres chocs sont pas extraordinaires. Hein. Les Leipzig Étoile Rouge, Young Boys, Manchester City, Barcelone, Shakhtar. Le Shakhtar, c'est vraiment plus ce que c'était. Donc voilà. Royal Antwerp, FC Porto. Bon, voilà. C'est pas super. Feyenoord Lazio. Ouais, bref. Donc mercredi, pas une super soirée, mais en même temps, deux gros matchs à suivre dans le même groupe. Donc c'est intéressant. Voilà. Ça va être un petit peu mon florilège, moi, de la Ligue des Champions. Ramos, d'ailleurs, on en parle de son retour avec ses anciens coéquipiers. Ouais, c'était bien, c'était animé. Hein. C'était sympa. Il a failli se taper Rudiger. C'était cool. Je crois qu'ils ont échangé les numéros de téléphone à la fin, Rudiger et Ramos. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. C'est pas une grande semaine de Ligue des Champions. Les matchs, pas top, effectivement. Feyenoord Radio. Je vais quand même citer le commentaire parce qu'il est drôle, mais bon. Feyenoord Lazio, si t'es raciste, tu te régales. Effectivement, ils ont quand même deux publics qui sont assez particuliers. Donc oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. ça peut être le classico de l'extrême droite. Donc européenne, hein, bien sûr. Donc voilà, effectivement. Même s'il faut pas stigmatiser tous les fans de la radio et du Feyenoord, hein, c'est pour ça que je rigole, hein, c'est parce que je suis pas, voilà, je sais très bien que il y a de tout et malheureusement c'est les minorités visibles qu'on retient et pas la majorité qui s'amuse et qui est là pour profiter du spectacle et pour s'amuser à se chambrer autour du foot et pas pour haïr les gens, quoi. Donc voilà. Voilà, en tous les cas, oui, effectivement, pas une grosse semaine de Ligue des Champions, on va pas se mentir. Et puis après, jeudi, peut-être qu'il y a des matchs, j'ai pas regardé, mais ça n'a pas l'air foufou quand même. Là, je suis en train de regarder. Bon, si, il y a quand même un Liverpool-Toulouse qui est sympa, mais c'est vraiment franco-français, et puis voilà. Et puis c'est tout. Hein. Franchement, après... que des matchs en carton, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous parle même pas de la Conference League, hein, parce que là on touche le sublime. Donc voilà. Mais oui, pas une grosse semaine de Champions. En tous les cas, ça sera un plaisir de débriefer ces quelques gros matchs de Champions League jeudi soir 21h, on se retrouve. On se fait une spéciale Coupe d'Europe. Hein. Vous savez, quand il y a Coupe d'Europe, il y a Buenos Aires Calcio le jeudi. Donc on va un petit peu débriefer ça. Et c'est vrai qu'on aurait pu parler de Première Ligue avec ce superbe Chelsea-Arsenal. J'ai cru que Chelsea était revenu dans le game. Toi aussi, au JCRM, je pense que tu as cru que Chelsea était revenu dans le game. Et puis finalement, ils ont craqué. Mais bon, c'était encourageant. En revanche, ce que j'ai vu avant qu'ils s'effondrent face à Arsenal, c'était très encourageant. J'ai trouvé enfin une équipe à peu près cohérente, qui avait un plan de jeu, qui manœuvrait. Alors bon, ils ont un peu de réussite. Hein. Le but de Mudryk, je sais pas s'il va dire que s'il a fait exprès ou pas, mais je sais pas. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit absolument désiré. Je me demande s'il veut pas centrer. Donc voilà, mais quand même. J'ai senti une certaine domination de Chelsea, donc c'est pas mal. Donc ça, c'était le premier point. Après le Manchester City-Brighton, hein, Manchester City avait besoin de se rassurer, Brighton aussi, hein, parce qu'ils sont sur une mauvaise phase. Et City s'est un peu rassuré, en tous les cas, Erling Haaland a marqué un but. Puis voilà, et puis bon, ils ont gagné 2-1. Brighton a commencé à revenir, mais un petit peu trop tard. Voilà. Rien de spécial en Angleterre. Les autres matchs étaient des matchs un petit peu anonymes. Un très très beau but de Diogo Dalot. En revanche, avec Manchester United, magnifique. Une frappe extraordinaire dans la lucarne qui est un petit peu déviée par le goal, mais ça suffit pas. Donc voilà, ça c'était pour l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire aussi en Espagne ? En Espagne, que le Barça s'en sort encore sans vraiment les honneurs. Hein. Ils s'en sortent encore 1-0 un peu à l'arrache contre l'Athletic Bilbao. Qu'il y a eu un très beau match, enfin en tous les cas très accroché
entre le Real et le FC Séville. Donc voilà, dont la dispute Ramos-Rudiger. Donc c'était plutôt une ambiance vraiment agressive, donc c'était plutôt cool à voir. Et en Allemagne, que le Bayern continue sa promenade de santé, et puis que le Bayern aussi a bien peaufiné ses stats, donc voilà, contre Mayence, et c'était plutôt pas mal. Ah, je voulais aussi souligner le très très bon début de saison de Openda en Allemagne avec Leipzig. Franchement, il s'est intégré à la vitesse du son. Le mec marque but sur but. Là, il a encore marqué un doublé ce week-end. Et Xavi Simons aussi qui joue très très bien au football. Donc vraiment deux très bonnes recrues pour Leipzig et qui ont pris tout de suite et remplacer Nkunku, c'était pas évident. Donc voilà, c'est très très bien ce qu'ils ont fait Leipzig. Donc bravo à Leipzig, bravo à Openda, bravo à Xavi Simons pour son plan de carrière, parce que partir en Hollande c'était un très bon move. Signer à Leipzig avec une clause de rachat pour le Paris Saint-Germain, très bon move aussi. Donc franchement bravo, voilà. C'était à peu près tout pour l'Allemagne, à peu près tout pour l'Espagne, à peu près tout pour l'Angleterre, à peu près tout pour la Ligue 1. Bon, Marseille a perdu au JCRM. Donc voilà, toi c'est une semaine très contrastée, très très contrastée pour tes clubs. Un match nul de Chelsea, une victoire de la Juve, une défaite de l'OM avec un carton rouge, etc. Bon bref, en tous les cas, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Et le Real Madrid, un match nul. Donc 2 matchs nuls, une défaite, une victoire. L'équilibre parfait pour JCRM. Bon, en même temps, tu as beaucoup de clubs, donc c'est un petit peu normal que ça soit rare les 100% quand même. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du football européen cette semaine. Ça a été un plaisir encore une fois de parler avec vous football ce soir. On va se retrouver donc jeudi soir pour débriefer la Coupe d'Europe et se projeter sur le week-end de championnat. Voilà, écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver Buonasera Calcio sur la chaîne YouTube de Buonasera Calcio, bien entendu, mais aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et X maintenant, et Instagram. N'hésitez pas à me contacter pour, si vous voulez que je parle de certains sujets. N'hésitez pas aussi à partager Buonasera Calcio si vous avez envie de le partager, de le faire vivre à d'autres personnes, et puis de noter aussi Buonasera Calcio, les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, Deezer, ce que vous voulez, toutes les plateformes audio, le noter aussi sur bien sûr YouTube avec grand plaisir, et non, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Voilà, merci encore et ciao ragazzi, ciao.